Bienvenue dans Maison Mère, un podcast qui vous raconte des histoires où la mer prend toute la place. Le 6 novembre dernier, le skipper Armel Lecléache a chaviré au large des Açores pendant la route du Rhum. Il a été secouru, mais de son bateau, il ne reste rien. Juste une structure disloquée, bonne à partir à la casse. C'était un multicoque géant, capable de voler sur l'eau. Un engin qui coûte plus de 15 millions d'euros. À quel prix prend-on la mer quand on en a fait son métier ? C'est une autre histoire de course au large qu'on vous raconte aujourd'hui dans Maison Mère. Il n'y est pas question de super-héros et très peu d'argent, juste d'un homme et de son bateau. Il s'appelle Éric Defer et il vit à Brest. Au premier abord, il a l'air très sérieux, carré, très calme, le genre de type qui a les pieds bien sur terre. On le rencontre dans son bureau, là où il prépare un futur projet à la voile. Ce qu'il nous raconte, c'est sa dernière course, la Transat Jacques Vabre. Le 5 novembre 2017, le marin quitte Le Havre, direction Salvador de Bahia, au Brésil. À bord, ils sont deux. Éric Defer navigue avec son coéquipier, Christopher Pratt. Mais le personnage principal de cette histoire, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'était un bateau de 15 mètres de long, 50 pieds par 14 mètres de large. Donc un trimaran avec 3 flotteurs, une machine de compétition avec du carbone, mais aussi de la fibre de verre, donc léger, en composite. Faut imaginer quand on navigue avec des machines comme ça, de nuit, dans le noir, par exemple, et qu'on voit pas plus loin que le bout des flotteurs, c'est quand même des choses complètement formidable. Enfin, et donc il faut que tu aies confiance en fait en ta machine, il faut que tu poses ta confiance sur lui, quoi. Comme si tu posais ta confiance sur un très bon ami, c'est la même chose. C'est quand tu navigues de nuit dans 25 nœuds, t'es obligé d'avoir confiance en lui, tu vois pas forcément les vagues qui arrivent. Donc tu te reposes sur lui, quoi. C'est une épaule, quoi. Ouais. T'es plus dans l'objet, tu vois, l'appartenance d'un objet. T'es dans quelque chose que tu pourrais imaginer, bien sûr, pas vivant, mais si tu veux, sur lequel tu pourrais, en tout cas avec lequel t'as un échange, une communication, même si ça paraît, tu vois, juste dans un sens, il n'empêche que la réalité, c'est ça, quoi. Et pendant ces premiers jours de course, qu'est-ce qu'il te dit, le bateau ? En fait, si tu veux, c'est le binôme c'est-à-dire c'est moi et le bateau, tu vois. On se dit que on est vraiment content d'être là, on est content d'aller traverser l'Atlantique, on est content d'avoir pris part à cette aventure. C'est un bateau que j'avais acquis en mars juste mars précédent, donc 7-8 mois avant. Et pour nous, c'est comme un dépucelage, quoi. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est un truc on va traverser l'Atlantique ensemble sur une machine qui est quand même assez extrême. Donc on a mis beaucoup d'énergie pour arriver à ça. Donc voilà. En fait, si tu veux, il y a eu une notion de plénitude, quoi. Il y a eu quelque chose où on s'est dit, à un moment, on était bien là. T'es au bon moment, au bon endroit. C'est quelque chose que tu vis très rarement dans ta vie. De te dire, je suis au bon endroit, au bon moment, au bon endroit, c'est un truc hyper rare, quoi. Trois jours après le départ, moi je prends le car je quitte mon car vers 19h. Donc mon co-skipper monte sur le pont et puis on est toilé pour la force du vent et en fait le vent forcit. Donc moi je suis à l'intérieur de la coque, je dors en fait et vers 22h30 je m'éveille et le vent a forci. A bien forci et en fait il se trouve qu'on discute avec mon co-skipper et que en fait il y a une survente, quoi, et le bateau il chavire de nuit, quoi. Donc il fait tu vois, le cul par-dessus tête, quoi, par l'avant, quoi. Et donc on se retrouve dans l'eau, ouais.
Ouais. Donc lui, il se retrouve pris sous les trampolines. Faut imaginer que en fait, t'es dans l'eau avec t'es dans une piscine, tu mets quelque chose sur l'eau qui t'empêche en fait de remonter, quoi. Donc là, si jamais il avait eu un gilet de sauvetage ou quoi, en fait, t'es bloqué, quoi. Sa survie vient du fait qu'il n'ait pas eu de gilet de sauvetage, typiquement. Et qu'il ait trouvé aussi la bonne sortie. C'est-à-dire que c'est comme si t'étais au milieu d'un filet, ou t'es sur le dernier quart du bassin, tu vois, il y a un côté, tu vas vers les 3/4 ou vers le dernier quart, quoi. Donc il est allé vers le bon quart, en fait. Moi, je suis à l'intérieur de la coque, je sais de la plaie, mais il y a quand même 3,50 m de houle. Et puis, en fait, on a des trappes sur les tous côtés, des trappes latérales, en fait, sur la coque centrale. J'ouvre une des trappes, mais c'est pas la bonne. Et en fait, ça servait à rien que je sorte parce que je mettais aussi ma vie en danger si j'allais dehors. Il y avait pas d'intérêt, si tu veux, vu que je savais pas où il était. Et en fait, je l'entends frapper à l'autre trappe, en fait. Et je lui ouvre et je le recueille, en fait, au sein de la coque centrale, quoi, un peu à l'abri, quoi. Lui, il est dans un état de choc parce qu'il a failli laisser la vie et que donc il me dit j'ai failli passer. Enfin, tu vois, il voilà. Et moi, je suis dans un état de choc parce que s'il y a bien un truc auquel je m'attendais pas, c'était celle-là, quoi. On se retourne. J'avais mis trop de choses dans ce projet pour qu'on se retourne là, quoi. Tu vois. Donc on est tous les deux comme deux cons, quoi. Tu vois, à l'intérieur de la coque centrale. Et à la fois, on a vécu le même chose, mais d'une intensité complètement différente, quoi. Parce que j'ai pas eu peur de mourir ce jour-là. Ça m'est pas arrivé. Donc c'est quelque chose que je peux pas partager. Enfin, je peux le comprendre, mais je peux pas le partager, l'émotion. Et lui, il peut pas partager mon émotion non plus, quelque part. Un co-skipper, ça arrive en fin de projet, comme ça. Donc tu te rends pas compte de tout ce que tu as mis en place, des partenaires, des gens qui t'ont fait confiance, de tes associés que tu as convaincus, tu vois, de dire, ah, si, c'est moi, parie sur moi, je suis le bon cheval, t'inquiète pas. Donc il y a une espèce de décalage, et à la fois, on est là, trempé jusqu'aux os, c'est un truc complètement de nuit. Ça n'a pas de sens. Donc on est dans l'eau, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tu sais qu'aujourd'hui, tous les moyens seront mis en place pour venir te chercher. Après, il faut juste maintenir ce qu'on nous a appris et ce pour quoi on nous a formés, c'est-à-dire suivre dans l'ordre les procédures d'appel de survie, de sauvetage. Typiquement, appeler la direction de course. Donc, premier coup de téléphone avec le téléphone satellite, appelle la direction de course. Voilà. Donc, la direction de course, elle s'occupe de gérer la coordination avec en fait un organisme qui s'appelle le MRCC, qui est sur une île aux Açores, MRCC Delgada. Eux, ils vont commencer à coordonner notre opération de rescue. Donc, ça veut dire détourner un cargo pour venir sur zone nous protéger. Enfin, nous protéger, venir nous protéger des autres bateaux qui nous verraient pas. Et le sponsor, lui, il gère la situation de crise, quoi. On avait été informé qu'un cargo arrivait et que à partir du lendemain matin, on serait récupéré. Donc, il y a pas vraiment à soucier. Après, t'es juste dans l'eau de mer, t'essaies de retrouver tes sacs, de voir ce que tu peux. On a pour consigne aussi de pas emporter grand chose, quoi. Tu vois, par exemple, tu déménages pas tout ton bateau quand ils viennent te chercher, quoi. Je me souviens d'images où tu vois des trucs cons, mais que t'as mis du temps à préparer, qui sont là, à baigner dans l'eau de mer. Tu te dis, putain, c'est juste tout ça pour ça, quoi. Ça fait c'est un sentiment de gâchis, quoi. Ouais. Est-ce que tu avais déjà vécu des situations comme ça, des fortunes de mer ? Oui, j'en ai déjà vécu une. Ouais. Donc là, j'avais 18 ans et je suis resté une semaine à l'envers sur le bateau.
parce qu'il n'y avait pas de balises, ainsi de suite, et que les gens donc c'était un trimaran encore, forcément, en Méditerranée, et on s'est retourné au Cap Creux au mois de décembre, et on est arrivé à la dérive jusqu'au Baléares, quoi. Bon. Le skipper, qui était un copain, mais plus âgé que moi, si tu veux, il était brûlé par le sel, quoi, parce qu'on n'avait pas les vêtements qu'on a aujourd'hui. Donc la nuit, si tu veux, il se déshabillait, mais il faut imaginer, on s'était installé des petits trucs vraiment au plafond du bateau pour être à l'extérieur de l'eau, parce que tu tiens pas une semaine dans l'eau, on n'est pas des poissons non plus. Et donc on avait en gros 3 planches, quoi, une planche chacun pour les fesses et une planche commune épaule-tête, quoi, tu vois. Et donc il pleut, en fait, il avait la douleur du sel, en fait, il était irrité partout, quoi. Là, ils nous ont hospitalisés et tout quand on est arrivé et tout. Ouais. Les gens, ils pensaient qu'on allait continuer, on faisait route sur Gibraltar et personne s'est jamais inquiété, en fait. C'est quand on est arrivé au Baléares qu'on a appelé, en fait, nos contactataires, on leur a dit, mais en fait, ça fait une semaine qu'on est là et on... ouais. Le jour se lève, on est le mercredi 8 novembre, et le cargo arrive. Ouais, alors le cargo est là, on arrive à le joindre par VHF au petit matin, avant qu'il fasse jour même, vers 6h30. Et lui, en fait, il a tourné toute la nuit, mais ça, on le savait pas, pour nous protéger avec ses feux, quoi. Donc, ils ont fait un super boulot, les mecs. C'était vraiment incroyable. Et donc, ils arrivent, ils mettent une petite embarcation à l'eau, avec un moteur de 6 ou 9 chevaux. Enfin, c'est complètement insensé, quoi, si tu veux. Et ils sont 3 à bord. Il y a 2 Philippins et un Russe, dont c'est l'anniversaire, en fait, ce jour-là. Et eux aussi, ils mettent alors là, vraiment, alors qu'eux, ils sont au chaud, ils mettent leur vie en péril, quoi. Parce que passer avec la petite barque dans 3,50 m de vagues pour venir récupérer 2 gars à l'envers, tu te poses la question, est-ce que tu y serais allé dans l'autre sens, quoi? Enfin, tu vois, c'est pas un truc simple, quoi. Rien que de mettre à l'eau un bateau comme ça, avec, t'imagines un cargo qui fait 60 mètres de long, tu mets une coque de noix de 6 mètres qui pèse 300 kilos, 400 kilos, forcément ça bouge pas pareil, quoi. Et les risques sont énormes, en fait. Donc ils arrivent à venir au bateau, ils nous récupèrent très rapidement parce qu'on était prêts. Et là, on se met à couple du cargo. Et forcément, 3,50 m, ben, ça fait quand t'es côte à côte d'une montagne de fer, enfin, d'un mur de métal, ça fait ça bouge sous beaucoup, quoi. T'as des vrais paliers. Et donc, ils mettent une échelle, on appelle ça une échelle de coupée sur le bord du cargo, en fait, hein, de la paroi de métal. Et en fait, un par un, on attrape l'échelle et on monte, voilà. Mais c'est un exercice, c'est hyper périlleux. C'est dans les trucs les plus périlleux que j'ai fait. Franchement, à un moment, le bout lâche, donc on finit à l'arrière, tout près de l'hélice, enfin, avec le moteur qui cale, enfin bon, tu vois, tu te dis, waouh. Et à ce moment-là, est-ce que tu réalises que tu es en train d'abandonner ton bateau ? Ouais, déjà, ouais. On est accueilli par le MRCC Delgada, là. Donc l'organisme qui a, si tu veux, coordonné l'ensemble de l'opération de survie. Et ça se passe bien. Enfin, tu vois, on est bien accueillis, quoi. Les Açores, c'est super beau. Donc puis bon, on est au chaud, on est au sec. Tout le monde est rassuré, tu vois. C'est très bon dans l'ensemble, en fait, parce que aussi tout le monde se dit, bah voilà, il y a au moins une étape de franchie, quoi. Ouais. Et moi, mon état d'esprit à ce moment-là, c'est le bateau, si tu veux. C'est un des trucs qui m'a vachement tourné dans la tête ensuite, c'est est-ce que j'aurais pas mieux fait de rester à bord, attendre que les secours, qu'un vrai remorqueur arrive, et puis que, tu vois, de pas quitter le bateau, quoi. Ouais. Donc, si tu veux, t'as cette satisfaction d'être là, et t'as une espèce de frénésie aussi, parce que tu crois encore que tu vas le retrouver. Donc tu veux pas t'arrêter
Donc tu as une frénésie nerveuse de mettre des choses en place pour aller récupérer ce bateau. Et à la fois, tu sais que chaque temps qui passe t'écarte en fait du fait que tu le retrouves, quoi. On a su rapidement que les balises à bord ne nous permettraient pas de récupérer le bateau parce qu'elles émettaient plus, hein. Donc ensuite, si tu veux, t'as l'image sat, t'as la solution de louer un avion pour faire de la reconnaissance aérienne qui partirait du continent et qui irait se poser aux Açores. Et puis ensuite, t'as éventuellement la chance qu'un cargo qui croise en fait le signal et qui te remette à jour une position. J'ai dû faire 3 allers-retours aux Açores dans cette période-là d'un mois en fait, hein, après le chavirage, donc en gros jusqu'au 8 décembre. On a essayé de louer un avion, ça a failli être possible, mais les conditions de météo en fait c'est juste la limite pour eux, quoi. Et donc en fonction du vent, il suffit qu'ils aient un vent de face et ça devient périlleux, quoi. Tu vois. Donc le but c'était pas non plus qu'on aille planter un avion. À un moment, le bateau nous a été, on a su par une compagnie maritime qui traversait entre le Portugal et les Açores que le bateau avait été vu là le dimanche à telle position. Donc avec des connaissances qu'on s'est fait sur place, on a essayé de trouver un bateau qui allait à la pêche en fait, mais qui avait des moyens, si tu veux, pour au moins le tracter. On l'a affrété, on a commencé à verser un acompte et tout. Mon associé et partenaire Thibaut Georges avait pris son billet d'avion. Donc le lendemain, si tu veux, on allait sur cette zone-là avec une certaine autonomie. En plus, c'est des bateaux qu'on dépasserait assez haute, des jumelles et tout. Et en fait, pour je ne sais quelle raison, d'ailleurs on le saura pas, on a reçu un appel et en fait le pêcheur il s'est rétracté, quoi, dernier moment. Et là, c'était la dernière option, si tu veux. Après, j'allais rentrer. De toute manière, on n'avait plus de moyens financiers pour lancer des choses. La météo, il y avait une semaine de météo pourrie à suivre. Donc, voilà. C'était... ouais. Tu m'avais dit que tu avais même contacté un marabout à un moment. Ouais. Bon, là, j'étais vraiment là, en fait, tu sais, t'as plus de repères. Eh ben, t'es plus rationnel, quoi. Alors, à moi, j'ai rien, je pense que peut-être ça peut marcher, le marabout, mais c'est pas de mes convictions fortes c'est pas quelque chose que je contacte quand quand je vais bien, quoi. Et donc, oui, j'ai contacté un marabout, même quelqu'un qui fait avec des pendules, ainsi de suite, qui savait, qui voyait le bateau sur la carte. Enfin bon, si tu veux, Après, je veux pas dire parce que je pense qu'il y a des gens qui y croient et tant mieux, mais bon, à un moment, faut que ça s'arrête, quoi, et ça, c'est encore une fuite en avant, en fait. Ça fait partie. Tu veux pas encore accepter la réalité, quoi. Enfin, tu vois, tu fais ça. Ça, c'était en décembre-janvier, quoi. Quand j'avais plus de moyens financiers pour aller aux Açores, mettre un truc en place, machin. Ouais. Quand je suis rentré chez moi, après, tu vois, autour du début décembre, à un moment, il faut que tu te sois toi et puis la réalité, quoi. Et puis il faut que tu te la mettes en face et que c'est pas quelque chose que tu acceptes comme ça, quoi, que tu t'avales comme quelque chose avec lequel tu dois composer pendant des mois de trouver un accord, quoi, de t'accorder déjà que tu vives pas avec le truc toute ta vie non plus. Sinon tu vis avec ça, tu deviens fou, quoi. Ouais. C'est tes rêves qui s'envolent, c'est principalement ça, c'est tes rêves qui s'envolent. Et nous marins, enfin, on vit avec nos rêves, quoi. Enfin, le métier de nos rêves, donc forcément, quand tu perds tes rêves, tu laisses une partie de toi. Tu vois, tu laisses une partie de ton âme, de ton cœur, qui part à la dérive comme ça, avec l'objet en lui-même. C'est pour ça que je retourne aux Açores là, à Noël. Peut-être ça va fermer la boucle, quoi. Parce que je pense que j'en ai besoin. J'ai bien rebondi, mais il reste encore une partie de moi qui est restée accrochée à ça, quoi. Ouais. Il est où ce bateau maintenant ? Alors, écoute, je
pense qu'il est toujours, il doit être toujours quelque part en train de dériver. On l'a revu après, aux Canaries. Il est passé pas loin des Canaries, on nous l'a signalé. Et puis le temps qu'on remette une opération en place, avec les assureurs, tout ça, bon, ça s'est pas fait. Donc il a dû continuer sa course vers les Antilles, hein, je l'imagine. Ouais. Il arrivera de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais, certainement, ouais. Je lui souhaite même. J'ai le besoin que mes prochains projets fonctionnent, quoi. Il faut pas qu'on se retourne ou après bon on tape un container ou je sais pas, un truc pas de chance, ça peut arriver, mais il faut qu'on finisse les histoires, quoi. Cette histoire là de la Jacques Vabre, c'est pas terminé, quoi. Tu vois, c'est comme si le livre était toujours ouvert, quoi. T'as pas fermé ton bouquin, quoi. Tu sais que t'as toujours ça et tu te dis quand je vais la fermer cette histoire. Je peux pas avoir 15 livres ouverts en même temps, c'est pas possible. Quelques semaines après cet entretien, le hasard et les courants ont aidé Eric à tourner la page. Dans la nuit du 7 au 8 février dernier, le skipper a appris que son trimaran venait d'être retrouvé aux Bahamas, après 15 mois de dérive. Comme Eric l'espérait, son bateau a donc fini par traverser l'Atlantique.